Alors, bonsoir à tout le monde. Je précise tout de suite que je ne parle pas au nom de la magistrature, je parle qu'en mon propre nom et que je suis d'ailleurs pas une spécialiste du droit des animaux. Madame Giroux avait parlé d'une imposture à être dans le colloque. J'avoue que moi-même, je me sens aussi un peu dans cette position. Alors, dans ma carrière, qui a alterné le pénal et le civil, je n'ai pas rencontré d'affaires de maltraitance ou d'actes de cruauté. Je n'ai pas eu à juger ce genre d'affaires. En revanche, ça m'a fait penser quand même à certaines choses, par exemple aux décisions qui sont rendues par les juges aux affaires familiales, à l'époque ils s'appelaient comme ça, en matière de garde. Et c'est vrai que se sont souvent posées, et se pose d'ailleurs toujours la question, lorsque les gens qui veulent divorcer demandent la garde du chien ou du chat. Et il faut leur expliquer que la garde d'ailleurs qu'on n'appelle plus comme ça non plus, ne s'applique qu'à des êtres humains, c'est-à-dire aux enfants, et pas aux animaux. Donc la seule chose qu'on peut faire, c'est attribuer finalement le chien ou le chat à un des deux. Ça pose évidemment la question du statut des animaux. Et j'ai également pensé à autre chose, c'est lorsque je présidais la cour d'assises, certains accusés avaient, dans leur passé, commis des actes de cruauté ou de maltraitance envers les animaux. Et cela apparaissait à travers les enquêtes de personnalité. Certains criminologues disent que d'ailleurs c'est le trait de personnalité des psychopathes, qu'on retrouve souvent chez les psychopathes. Mais lorsque j'ai interrogé ces accusés sur cet élément, je dois dire qu'ils ont toujours nié. Je crois que reconnaître d'avoir commis ce genre d'acte envers les animaux est considéré comme honteux, même quand on est accusé de choses peut-être plus graves. Alors aujourd'hui, nous avons parlé des droits des animaux. Les animaux ont-ils des droits? Alors, parler des droits des animaux, ça renvoie aux droits de l'homme. On a compris qu'on se posait la question, est-ce qu'il y a-t-il une différence entre l'homme et l'animal? Darwin et de nombreux biologistes ont tranché, il n'existe qu'une différence de degré, non de nature, contrairement à ce que pensent les religieux et certains humanistes. L'homme constitue-t-il une espèce particulière parmi les êtres vivants, privilège qui a été accordé par les religions et la philosophie? De nombreux scientifiques et certains antispécistes qui dénient la spécificité de l'espèce humaine contestent cette suprématie. Pour eux, il n'y a pas de différence essentielle, mais seulement une différence de degré. Alors, ces positions sont antagonistes et semblent irréconciliables. Pourtant, il est certain que des études scientifiques montrent à quel point les animaux sont en réalité intelligents et à quel point nous avons sous-estimé leurs aptitudes. Ainsi, les pieuvres se servent de coques de noix de coco comme outil. Les éléphants classent les humains selon l'âge, le sexe et la langue. Voir le livre de Frans Waal, biologiste et éthologue néerlandais, intitulé « Sommes-nous trop bêtes ?» pour comprendre l'intelligence des animaux. Selon lui, les singes rient. Il faut donc dépasser l'opposition entre intelligence humaine et intelligence animale et accepter que l'homme est un produit de la nature qui se distingue des autres espèces vivantes par sa faculté d'abstraction. Cette faculté le rend-il pour autant supérieur? Selon Frans Waal, la pensée abstraite humaine est un moyen, parmi d'autres, pour la survie. Pour d'autres, elle constitue une aptitude unique pour autre chose que la survie, pour la liberté, ce qui serait une différence de nature avec les autres animaux. C'est ainsi qu'aujourd'hui, M. Éric Baraté nous a parlé de la découverte de l'individualité animale à partir du XXe siècle dans le monde savant, alors que la littérature et l'art, à partir du XVIIIe siècle, avaient ouvert la voie pour reconnaître l'individualité des animaux. Parler du droit des animaux nous oblige à définir d'abord ce qu'est un animal. En droit français, c'est un être, on l'a vu toute la journée, c'est un être vivant doué de sensibilité. Mais de quels animaux parle-t-on? Des animaux domestiques, des animaux sauvages, des vertébrés en raison de leur aptitude à souffrir ou des invertébrés pour lesquels, comme nous l'a expliqué M. Chapoutier, se pose la question de la conscience et de l'aptitude à être conscient de sa douleur, ce qu'on appelle la sentience. Ces distinctions se retrouvent dans la loi française, le code pénal protégeant les animaux domestiques
apprivoisés ou tenus en captivité des mauvais traitements, mais pas les animaux sauvages. On peut se poser aussi la question, est-ce qu'il faut créer un statut particulier pour les animaux de compagnie? Je dois dire qu'en France, devant la justice, les animaux ont peu de droits. Qui dit droit dit sujet de droit, or les animaux ne sont pas des sujets. Sont-ils des objets? À travers les différentes interventions de la journée, nous avons suivi la lente évolution de la législation française sur le statut de l'animal qui, débutant avec la loi Grammont en 1850, a fini par leur accorder le statut d'être vivant doué de sensibilité, selon l'article 515-14, alinéa 1 du Code civil. Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. L'article L214-1 du Code rural, qui a été repris par la célèbre association que tout le monde connaît, qui dénonce ce traitement fait aux animaux, notamment dans les élevages intensifs et dans les abattoirs, reconnaît en l'animal un être sensible qui doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. Le Code pénal, dans l'article 521-1 du Code pénal, incrimine les actes de cruauté contre les animaux domestiques et en captivité. On voit bien que dans tous ces textes que je cite, on ne parle jamais des animaux sauvages. Alors, en écoutant M. Lessard, qui nous parlait de la législation au Québec, on remarque que finalement, l'évolution de la législation au Québec semble être identique à celle qui a eu lieu en France, puisque la reconnaissance en 2015 des animaux comme des êtres doués de sensibilité ayant des impératifs biologiques rappelle l'article 515-14 alinéa 1 du Code civil de la loi du 16 février 2015 française. Alors, on a compris aussi que M. Lessard nous disait que la sensibilité au Québec était entendue au sens de sentience, aptitude à être conscient de sa douleur. Alors, néanmoins, est-ce que les animaux sont des sujets de droit ayant une personnalité juridique? On a bien compris que non. Leur statut reste ambigu en France, puisqu'ils ne sont plus des meubles. Ils ont disparu de l'article 528 du Code civil, qui liste les meubles par leur nature, mais ils sont restés dans le titre 2, intitulé « Des biens et des modifications de la propriété ». Leur régime juridique est donc assimilé à celui des biens. On a vu que c'était la même chose au Québec. Il y a donc une contradiction qui a été relevée par Mme Burgat de les qualifier d'êtres vivants doués de sensibilité. D'ailleurs, on pourrait définir les êtres humains de cette manière et de les maintenir dans le chapitre des biens. Donc, ce qu'on peut comprendre, c'est que la législation française, elle est restée au milieu du gué. Elle n'a pas vraiment choisi. Pourtant, il y a eu une décision dernièrement du juge des référés du Conseil d'État du 1er décembre 2020 qui a consacré pour la première fois le droit à la vie d'un animal de compagnie. Il s'agissait d'un chien. Le juge administratif a visé dans sa décision l'article 515-14 du Code civil, la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Néanmoins, les peines prononcées par les tribunaux français sont peu sévères. Il semblerait quand même, comme je l'ai dit tout au départ, qu'une prise de conscience des juges commence à émerger. Alors, qu'en est-il à l'étranger? Les juges sont allés beaucoup plus loin. Je vais vous raconter l'histoire des hippopotames, du tristement célèbre du célèbre Pablo Escobar, mais je pense que peut-être vous la connaissez. Cette histoire, elle pourrait prêter à sourire, pourtant je trouve qu'il s'agit d'une vraie avancée dans le statut des animaux. Alors au départ, il y avait 4 hippopotames qui avaient été importés de manière illégale, on peut s'en douter, dans les années 80 par le baron de la drogue, pour agrémenter sa ménagerie privée dans son ranch en Colombie. Et en fait, il avait créé un petit zoo privé dans sa propriété. Après sa mort en 1993, les autorités colombiennes, estimant que ce serait trop coûteux de les prendre en charge, les a abandonnés à leur sort. De telle sorte que ce troupeau a atteint 80 animaux, ce qui constitue la plus grande colonie d'hippopotames hors d'Afrique. Le troupeau étant devenu une menace pour l'environnement en raison de leur déjection, une menace pour les populations, une étude publiée en janvier par la revue scientifique Biological Conservation a recommandé l'abattage du troupeau.
Domingo Gómez Maldonado a déposé un recours devant la justice colombienne pour obtenir leur grâce. En effet, la justice colombienne reconnaît certains droits aux animaux, qu'elle dit être des êtres sensibles. On n'a qu'à voir l'affaire de l'ours Chucho, qui avait été enfermé dans un zoo, qui a été libéré par la Cour suprême de Colombie pour être relâché dans une réserve par la voie de l'habeas corpus, qui avait été déposée par son avocat. Il a même été accordé le statut de personne morale à une partie de la forêt amazonienne, contraignant le gouvernement colombien à mettre fin à une déforestation dans la région. Cela renvoie à l'exposé de M. Pessina sur le droit des entités naturelles. Les autorités colombiennes ont donc choisi pour les hippopotames non de les éliminer, mais de les faire stériliser. Après une castration de manière traditionnelle de 11 bestiaux, l'Organisation régionale de protection de l'environnement, Cornare, a choisi une autre méthode, la stérilisation chimique, méthode soutenue financièrement et techniquement par les États-Unis. Néanmoins, cette méthode n'était pas au point et les experts préconisant de donner 3 doses sur la base d'études et de comparaisons faites avec d'autres animaux comme les chevaux. On peut se dire qu'en fait, on n'avait pas beaucoup l'habitude de stériliser les hippopotames. C'est ainsi que depuis la mi-octobre, plus d'une vingtaine d'animaux ont reçu des fléchettes leur injectant du Gonacon, un vaccin contraceptif mis au point par le ministère de l'Agriculture américain. L'Association Animal Legal Defense Fund a saisi la justice américaine en application de l'article 1782 du titre 28 du Code des États-Unis qui permet à une personne intéressée de réclamer une déposition américaine dans un litige à l'étranger. Je veux dire, ça n'existe pas du tout dans la législation française. C'est un peu l'impérialisme américain qui peut même intervenir dans des procès à l'étranger. Donc, il s'agissait de recueillir au nom de la communauté d'hippopotames vivant dans la rivière Magdalena l'avis des docteurs, de 2 docteurs vétérinaires américains de l'ONG Animal Balance, spécialisés dans la stérilisation, recommandant l'utilisation du BZP, un contraceptif utilisé avec succès chez les hippopotames. Eh bien, la juge de la Cour fédérale de l'Ohio, Madame Litkovich, a accédé à la demande de l'ONG dans son ordonnance du 15 octobre 2021 et a autorisé les animaux à exercer un droit légal en leur propre nom. C'est ça qui est elle a donné donc une personnalité au troupeau. Alors la question est de savoir si ce jugement pourrait avoir un effet en Colombie. Pour l'instant, on ne le sait pas. En Argentine, l'affaire de la femelle chimpanzé Cecilia est emblématique. Enfermée dans un zoo de Mendoza en Argentine, elle vivait dans un environnement exigu, entre des hauts murs et sur du ciment. Elle avait perdu tout contact avec ses congénères depuis le décès de son dernier compagnon, survenu en 2005, alors que les primates vivent en groupe. Saisie par une association qui comparait Cecilia à une esclave, la juge l'a extrait de la catégorie des biens et l'a protégée en qualité de personne juridique non humaine, possédant des droits fondamentaux. La motivation de cette décision est particulièrement intéressante. Elle dit notamment « Il ne s'agit pas de leur accorder les mêmes droits qu'aux êtres humains. Il s'agit d'accepter et de comprendre une fois pour toutes qu'ils sont des êtres sensibles, ayant une personnalité juridique avec des droits fondamentaux, parmi lesquels ceux de naître, de vivre, se développer et mourir dans un environnement adapté à leur espèce. » Cecilia a donc été transférée dans une réserve naturelle du sanctuaire des grands primates de Sorocaba, près de Sao Paulo, au Brésil. En 2015, la Cour suprême de New York a accordé le statut de personne non humaine bénéficiant de l'habeas corpus à 2 chimpanzés, Hercule et Théo, utilisés par l'université Stony Brook à Long Island pour une étude sur les bipèdes. En 2020, l'affaire de l'éléphant Happy, qui est enfermé dans un zoo du Bronx, n'a pas été définitivement jugée, mais Happy a été l'un des premiers animaux à avoir obtenu une audience d'habeas corpus. C'est une procédure dont l'enjeu est de définir si l'animal peut être également reconnu comme une personne et non comme un bien, et s'il peut se voir appliquer les mêmes droits que les humains en matière de liberté. En Espagne, il y a eu un tribunal de Madrid qui a fait un pas dans cette direction en considérant que les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité et non de simples biens.
et a accordé la garde partagée d'un chien aux deux membres d'un couple séparé. J'ai évoqué ce sujet au départ de mon exposé. En France, actuellement, en l'état de la législation, on ne pouvait pas accorder une garde partagée du chien, d'un chien ou d'un chat. Alors, y a-t-il une évolution possible? Il a été évoqué par certains candidats de la présidence de la République la création d'un secrétariat dédié à la condition animale. Vous en avez parlé d'ailleurs, Madame Ken. La condition animale a été prise en compte, je dois dire, quand même, dans la loi qui a été votée le 30 novembre 2021, visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes. Donc, cette loi, elle prévoit, je ne vais pas rentrer dans les détails, la fin des cirques et des delphinariums d'ici 2028. Pour les cirques, dans un délai de 7 ans, après la date de mise en place de la loi, l'utilisation d'animaux sauvages sera interdite. Pour les delphinariums, les spectacles et la détention des cétacés sera également interdit d'ici 5 ans. Il sera interdit d'acquérir des animaux sauvages et de les faire reproduire en vue de les représenter au public dans des cirques itinérants d'ici 2 ans après la promulgation de la loi. Se posera le problème des refuges pour ces animaux quand même, parce que cela concernerait, semble-t-il, 800 animaux sauvages, dont 450 fauves qui ne pourront pas être relâchés dans leur milieu naturel. Il faudra donc trouver des solutions. La loi aussi préconise la fin des ventes de chiens en animalerie de chiens et chats en animalerie d'ici 2024. Alors là, on veut que seuls les chiens et chats qui pourront être présentés à l'adoption en animalerie seront les chiens et les chats de refuge dans le cadre de partenariats entre animalerie et associations. Ça, c'est pour favoriser l'adoption des animaux abandonnés. Ces animaux ne pourront pas être présentés en vitrine avec vue sur eux depuis la rue. Il s'agit de lutter contre les achats impulsifs qui sont suivis par des abandons. C'est aussi une façon de remettre en question la marchandisation des animaux. On remarquera que ne sont pas concernés les nacs, les nouveaux animaux de compagnie et les poissons. Il est évoqué dans la loi l'obtention d'un certificat de connaissance avant l'acquisition d'un animal de compagnie. C'est très bien, mais on ne connaît pas du tout la teneur de ce certificat de connaissance. Je ne sais pas qui le délivrera d'ailleurs. Les ventes en ligne d'animaux seront encadrées par un label sous la forme de différents critères à respecter. Les sanctions vont être renforcées en cas de sévices graves, d'actes de cruauté et d'abandon pour les animaux domestiques apprivoisés ou tenus en captivité, seront passibles de 3 ans d'emprisonnement. Actuellement, c'est 2 ans, c'était 2 ans, et 45 000 € d'amende au lieu de 30 000 € d'amende. Évidemment, encore faut-il que ces sanctions soient prononcées. C'est toujours pareil. Alors, pourtant, les sondages montrent que les Français sont majoritairement favorables aux mesures qui tendent à l'amélioration du sort des animaux. On remarquera quand même que cette loi ne parle pas des corridas, qui sont maintenus en France au nom d'une tradition locale ininterrompue, en application de la loi Ramanuri-Sourbet du 24 avril 1951 qui dépénalise ces pratiques, qui constituent pourtant des actes de cruauté punis par la loi. Quant au combat de coqs, interdit en Europe, mais légaux dans certaines régions, telles que le Nord, le Pas-de-Calais, les départements d'outre-mer, comme la Réunion, et les Antilles françaises et la Polynésie française, grâce à la loi de 1964, au nom d'un patrimoine culturel. Donc, on peut se demander en quoi la tradition est toujours une bonne chose et en quoi le combat cruel entre des animaux peut constituer un patrimoine culturel. Enfin, on en est toujours là en France. On remarquera que la loi n'évoque pas non plus certains sujets sensibles, tels que l'élevage intensif, la chasse, les conditions d'abattage dans les abattoirs, particulièrement dénoncées dans les vidéos de l'association L214, et l'utilisation des animaux dans les expérimentations médicales. Il n'en demeure pas moins que c'est une avancée importante dans la protection des animaux qui sort la France d'un certain obscurantisme. Alors, cette évolution ne parle pas, dans la loi, on ne parle évidemment pas du tout de l'évolution juridique du statut des animaux, qui a été le sujet de pas mal d'interventions cet après-midi. Pourtant, ce statut pourrait évoluer en leur reconnaissant le statut de personnes physiques non humaines qui permettrait de les représenter en leur nom. Cette identité juridique, comme je l'ai déjà dit, existe déjà pour les personnes morales comme les sociétés. Cela permettrait de leur accorder des droits du travail,
pour assurer leur bien-être, comme nous l'a dit Madame Mercier. Il pourrait aussi leur être attribué un protecteur, un tiers en leur qualité d'être vivant vulnérable, comme pour la protection juridique des majeurs de la loi du 5 mars 2007, qui a institué un mandat de protection future pour soi ou pour autrui, comme nous l'a dit M. Raoul Cormeille. Madame Maléjac, elle, a évoqué la création d'un défenseur, d'un défenseur des droits pour les animaux, c'est-à-dire d'une autorité administrative indépendante. Monsieur Pessina nous a rappelé qu'il n'y avait pas d'opposition entre les entités naturelles. Le sort des animaux et leur statut ne peut être séparé du statut d'autres entités naturelles, forêts et mers. Je finirai mon exposé en citant une phrase d'Emmanuel Kant. Cette phrase a été citée par le juge dans l'affaire des hippopotames, parce que je crois que les juges aux États-Unis ont beaucoup plus de liberté que les juges français, et qu'ils peuvent citer les philosophes dans leurs décisions. Emmanuel Kant a dit « On peut juger du cœur d'un homme d'après sa manière de traiter les animaux ». Je vous remercie.